Une production, Les Podcasteurs. Bonjour. Oui, bonjour. Vous savez, je suis toujours Marie-Robert. Depuis maintenant plus de 2 ans, j'ai une proposition à vous faire. Et si la philosophie devenait sexy ? Et si elle cessait d'être abstraite pour venir éclairer nos jours, comme nos nuits ? Et si elle quittait l'espace confiné des bibliothèques et qu'elle venait se faufiler dans notre quotidien ? Fini les dissertations et les mauvais souvenirs de terminale. Ici, on change de ton. La philosophie n'est pas une méthode à suivre, elle est un pas de côté. Elle nous permet de prendre du recul sur les gens, les choses, et aussi sur tout ce qui nous submerge. Soudain, par la magie des mots et du raisonnement, on aborde les événements de la vie autrement. Et on parvient même à trouver du confort dans des zones d'inconfort. Bref, on apprend à se faire du bien. C'est pourquoi, durant ces quelques minutes en votre compagnie, je n'ai pas d'autre ambition que d'arrêter les compteurs et de partager une bulle de respiration. Laissons-nous inspirer et faisons ensemble notre désormais traditionnel petit pas de côté. Comment allez-vous ? Avez-vous le moral en berne ? Ou au contraire, vous sentez-vous plein d'espoir ? Voyez-vous le verre à moitié plein ? Ou avez-vous tendance à le considérer comme franchement vide ? Selon vous, l'existence est-elle faite de nuances de rose ou plutôt de gris ? Bref, vous l'aurez saisi, ce matin, c'est votre optimisme ou votre pessimisme que je questionne. 2 manières de percevoir le monde qui, comme souvent, engagent nos actions, nos décisions, nos paroles, en somme, nos manières de vivre. Et s'il était temps de choisir notre camp ? Une étude, publiée en 2019 et ayant porté sur plusieurs milliers de personnes suivies durant près de 30 ans, a conclu que les optimistes vivent plus longtemps que les pessimistes, et ce, encore plus chez les femmes que chez les hommes. En outre, l'étude suggère qu'être optimiste aide à mieux gérer le stress et encourage des comportements sains. Choisir une bonne alimentation, faire de l'exercice physique, ne pas céder à la tentation de boire ou de fumer. Enfin, on apprend également que l'optimiste vise plus facilement des objectifs à long terme plutôt que des récompenses immédiates lorsqu'une situation difficile surgit. D'autres études ajoutent même qu'être optimiste et voir les choses du bon côté semble, dans une certaine mesure, diminuer le risque d'infarctus. Inversement, une hostilité élevée et un tempérament cynique sont associés à un risque accru de mortalité, toutes causes confondues. Bref, je pourrais d'ores et déjà arrêter l'épisode ici et vous convaincre qu'être optimiste est bien mieux qu'être pessimiste. Et pourtant, malgré toutes les vertus attribuées à l'optimisme, il semble que quelque chose coince. Lorsqu'on demandait à Gustave Flaubert la définition d'un optimiste, il répondait en 2 mots, équivalent d'un imbécile. En une parole, le sort de l'optimiste était réglé. Et avouons-le, Flaubert n'est pas le seul à avoir véhiculé cette image. Car souvent caricaturé, l'optimisme et l'optimiste n'ont pas vraiment bonne presse. Encore moins dans le monde d'aujourd'hui. Croire au lendemain qui chante ne semble pas franchement être dans la tendance du moment. Car comment être optimiste face au chaos du monde, face à l'urgence climatique, face aux vertiges terroristes, face aux déboires économiques, face à nos systèmes qui tanguent ? L'optimisme est-il une insolence, un manque cruel de lucidité, ou alors, comme les études l'indiquent, la seule posture qui vaille ? Finalement, l'optimiste est-il, comme le dit Flaubert, un sacré imbécile, ou est-ce le pessimiste qui ne sait pas combien l'avenir est toujours plus riche qu'on ne le pense ? Je vous propose d'explorer ensemble ces différentes options. Pour commencer, comme dans chaque épisode, nous pouvons déjà nous plonger dans les définitions.
Du côté de l'optimisme, la racine latine est optimum, qui signifie le meilleur. L'optimisme désigne chez l'être humain un état d'esprit, durable ou passager, caractérisé par une perception positive du monde et de l'univers. Il s'agit d'un point de vue, d'une façon de regarder la vie en chaussant nos lunettes roses. L'optimisme est donc la capacité à voir ce meilleur, mais aussi une certaine disposition à chercher cette beauté, à ne pas s'inquiéter des embarras présents et à bien augurer de l'avenir. Donc, plus qu'une réalité effective, vous l'avez compris, c'est une véritable disposition d'esprit, et même une véritable philosophie, d'après laquelle le monde est bon, et surtout d'après laquelle le monde est un espace où le bien tient plus de place que le mal. Mais surtout, cette philosophie suppose qu'à force de chercher le meilleur, non seulement on le trouve, mais surtout, on aide à le construire. Sur l'autre versant, sans grande surprise, on trouve donc le pessimisme, et sa définition qui s'impose naturellement, puisqu'il s'agit à l'inverse d'une attitude mentale qui consiste à anticiper un résultat indésirable et négatif pour toute situation donnée. Le philosophe Gilbert Simondon le résume d'ailleurs ainsi. Chez lui, l'optimisme est une doctrine selon laquelle la quantité totale de mal va en décroissant dans l'univers au fur et à mesure que le temps passe. Le temps, dit-il, travaille pour l'homme, il y a progrès. À l'inverse, le pessimiste affirme que le temps travaille contre l'homme. L'optimisme est donc la croyance en un avenir meilleur, et le pessimisme, la croyance en un avenir bien pire. Ainsi, quand le pessimiste et l'optimiste vivent un événement, que ce soit une naissance, une promotion, un déménagement ou n'importe quel changement, le premier y voit le début d'un possible cauchemar, le deuxième, l'annonce de péripéties nouvelles et excitantes. Un événement, deux vécus. Dans l'histoire de la pensée, les deux courants sont représentés, avec une représentation particulièrement marquée du pessimisme chez Sioran, mais aussi et surtout chez Schopenhauer. Et oui, s'il y a bien un penseur du pessimisme, c'est bien lui, Arthur Schopenhauer. Toute sa philosophie est marquée par le constat du caractère tragique de l'existence humaine. Selon le penseur allemand, nous passons donc toute notre vie à poursuivre un objet, puis un autre, allant du désir et de la privation à la déception que la possession engendre forcément. Une de ses phrases choc est celle-ci : « La vie oscille comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. » Pas mal, n'est-ce pas ? À retenir que pour lui, nous ne pouvons jamais atteindre un bonheur durable et que toute satisfaction est de toute façon illusoire. En somme, une bonne ambiance. Mais dans les rangs des pessimistes, on trouve aussi Émile Cioran, auteur d'ouvrages au titre évocateur comme par exemple « De l'inconvénient d'être né ». Pour lui, notre vie n'est que douleur, nos actions ne servent à rien et la mort est notre unique destin. En somme, plutôt que de perdre son temps à chercher un sens à l'existence, le penseur, et écrivain d'origine roumaine, s'est posé en défenseur de la lucidité, au point de sombrer dans un terrible pessimisme. L'auteur lui-même se définissait comme un penseur crépusculaire, dont la mission était justement de déconstruire cet amour morbide de la vie qui semble habiter notre espèce malgré tous les malgrés. Bref, autant dire qu'entre Schopenhauer et Cioran, l'heure n'est pas franchement à la joie et au lendemain qui chante. Pour éviter de vous plomber plus encore, il est temps, je crois, d'aller faire un tour de l'autre côté. L'optimisme prend sa source chez Socrate. On retrouve sa conception dans cette phrase, à la fin de son procès. Il déclare « L'important n'est pas de vivre, mais de vivre bien ». Le philosophe exprime ici l'idée que ce qui donne du sens à la vie d'un être humain, c'est d'agir pour défendre ce qu'il croit bon.
Il ne s'agit pas donc simplement de vivre, mais de vivre bien, c'est-à-dire par et pour des valeurs. C'est ici que naît sa pensée de l'optimisme. Car vivre, c'est alors décider du meilleur, en décider sans cesse parmi plusieurs choix possibles. Ce n'est pas uniquement au sens du confort matériel, mais bien sûr au sens éthique du terme. On trouve l'idée, présentée en introduction, de voir le meilleur et aussi et surtout de le construire, de le bâtir. Être optimiste, ici, c'est se demander: est-ce que nos valeurs nous font vibrer ? Est-ce que nous sommes capables d'agir pour ce que l'on juge être bon ? Sommes-nous, nous tous, créateurs de meilleur ? Mais même si cette pensée du bien, chez Socrate, est fondatrice et extrêmement inspirante, l'éclairage philosophique de la notion d'optimisme vient surtout du philosophe allemand Leibniz, qui expose sa théorie de l'optimisme en 1710 dans sa Théodicée. D'après lui, rien ne peut être aussi parfait que Dieu, et comme Dieu est bon, le monde qu'il a créé est forcément le meilleur possible. L'argumentation de Leibniz est exemplaire. Il s'agit en effet d'un optimisme strict et absolu. Ce monde, dit-il, n'est pas seulement bon, il est bien plus, il est le meilleur, optimum, parmi tous les mondes possibles. Il faut bien comprendre que cette formule veut dire que de tous les mondes, c'est le nôtre le meilleur. Tout autre monde serait moins bon pour Leibniz. Il est donc meilleur, même avec le mal qu'il comporte. Selon lui, Dieu a toléré des maux, non parce qu'il ne pouvait faire autrement et n'a pas pu les empêcher, mais, écrit Leibniz, parce que ce serait un défaut de ne les point permettre. Un authentique optimisme ne répond pas à celui qui soutient que les maux sont grands et en grand nombre, en se livrant naïvement à une comparaison des biens et des maux, et en faisant un compte des profits et des pertes pour faire apparaître une sorte de bilan globalement positif. Non, c'est pire que ça. Il s'agit d'accepter le monde comme une somme de bons et de moins bons, ce qui reviendrait à relativiser le bien et finalement à n'en faire qu'une apparence discutable. L'optimisme, lui, ne dit pas que ce monde est le moins imparfait des mondes possibles, ce qui serait reconnaître qu'il est un peu imparfait, mais il fait cette chose stupéfiante, montrer que le mal, c'est bien. L'optimisme, selon Leibniz, c'est comprendre que le fait qu'il y ait du mal, c'est encore mieux que s'il n'y en avait pas, et encore mieux que s'il n'y avait que du bien. Il a cette phrase sidérante: non seulement le bien surpasse le mal, mais aussi le mal sert à augmenter le bien. Curieux, n'est-ce pas ? Pour Leibniz, le mal n'est pas seulement inévitable, il est donc indispensable et souhaitable. Son argument est de dire que véritablement tout est bien, et le bien est le mal qui est pourtant réel. Alors forcément, peut-être que vous êtes en train de vous dire « mais comment cela est-ce concevable ?» Leibniz tente une réponse. Il écrit « L'ordre général le demande ». Cela s'entend dans le sens suivant. S'il y a des ombres dans un tableau, on peut y mettre, par exemple, un être difforme, mais c'est justement pour que le tableau soit plus beau. La partie d'une belle chose n'est pas toujours belle. En somme, le mal, aussi odieux soit-il, fait partie d'un plan d'ensemble que nous ignorons. Il faut donc qu'il y ait du mal, et ça n'empêche absolument pas de voir le bien et d'avoir le meilleur des mondes. Cette théorie, un peu étrange, certes, vous le savez peut-être, va être particulièrement critiquée par Voltaire dans son ouvrage « Candide ou l'optimiste », publié en 1759. Réédité 20 fois du vivant de l'auteur, c'est un des plus grands succès littéraires francophones de son temps. Ces 30 chapitres permettent de suivre les aventures d'un jeune Allemand nommé Candide, en référence à sa naïveté. Fils naturel d'une demoiselle noble, il est élevé dans le château de son oncle en Westphalie et apprend de son maître de philosophie, Pangloss, que tout est mieux dans le meilleur des mondes.
Cela, vous vous en doutez, est une référence explicite à la pensée de Leibniz. Car son texte n'est ni plus ni moins qu'une attaque frontale à l'égard de la théorie que je viens de vous présenter. Sa critique s'exprime de plusieurs façons. D'un côté, les aventures malheureuses du héros Candide s'accumulent, au-delà de ce qui semble possible. Cette exagération invraisemblable veut démontrer toute l'absurdité de la thèse du meilleur des mondes possibles. D'un autre côté, chaque moment de bonheur semble être invariablement accompagné des pires malheurs. Bref, au fil de ses aventures, il faut que Candide prenne progressivement en charge son propre destin pour s'affirmer finalement comme l'animateur d'une micro-société faite d'hommes et de femmes différents, mais prêts à vivre ensemble. Le dénouement mêle désillusion et une forme d'espoir. Alors, vous l'aurez compris, la pensée de Voltaire va longtemps entacher la notion d'optimisme, en habillant de ridicule ce qui initialement ne l'était pas. À partir de Voltaire, l'optimisme passe pour l'apanage des idiots, des simples d'esprit, des trop candides, incapables de réaliser l'état du monde. Car dire que le mal est nécessaire, c'est encore une fois l'accepter, comme si on ne pouvait pas le changer ni le transformer. Nous revoilà plongés au cœur du pessimisme, obligés de faire face à ce mal qui partout nous encercle, obligés de le regarder. Alors, vous vous demandez sans doute si ces deux camps sont irréconciliables, si nous sommes condamnés à choisir l'un ou l'autre. Rassurez-vous, la réconciliation entre optimisme et réalisme intervient au XXe siècle, avec la naissance de l'optimisme responsable. L'idée est simple, et pourtant si pertinente. Il y aura toujours des horreurs, des déboires, des déceptions. Mais à l'inverse du pessimiste, l'optimiste, conscient, préférera l'action transformative à la contemplation du mal. L'optimiste responsable est celui qui a compris que puisque le réel présentera toujours des résistances, puisque le mal ne peut pas être nié, c'est dans l'action et le rebond qu'il faut trouver sa joie. Ce que le philosophe Albert Camus déclare en une phrase: « Il faut concilier une pensée pessimiste et une action optimiste. » Nous voilà un peu plus avancés. Chez Camus, la réflexion sur l'optimisme prend toute sa place à travers son personnage de Sisyphe. Dans son essai « Le mythe de Sisyphe », publié en 1942, Camus introduit ce que l'on nomme la philosophie de l'absurde, c'est-à-dire la recherche en vain de sens pour la vie humaine, une recherche d'unité et de clarté dans un monde tellement inintelligible, dépourvu, selon Camus, de Dieu et par conséquent dépourvu de vérité et de valeur éternelle. Or, face à ce contexte, sa question est la suivante. La prise de conscience de l'absurdité de nos vies nécessite-t-elle le suicide ? Camus répond « Non, elle nécessite la révolte. » Parce qu'il n'y a pas de sens, il faut lutter et se révolter. Voilà une nouvelle option pour les pessimistes, comme pour les optimistes qui refusent de nier le mal. Sisyphe, reconnaissant l'absurdité de sa situation, puisque je vous le rappelle, il est condamné à pousser vers un sommet une pierre qui toujours retombera, choisit malgré tout d'accepter son sort. Il faut imaginer Sisyphe heureux, affirme Camus. L'optimisme n'est donc pas l'absence de mal, comme le disait d'ailleurs Leibniz, mais l'acceptation qu'on peut choisir le meilleur, même dans la lutte. Dans un article passionnant, Athénaïs Gaget souligne que c'est une attitude proche de celle des stoïciens, qui veillent toujours à distinguer les choses qui dépendent de notre volonté de celles qui n'en dépendent pas. L'urgence est de concentrer notre énergie sur les premières, de savoir accueillir les deuxièmes, selon un principe de détachement qui consiste à accepter sereinement l'ordre du monde. Indifférence au sort et foi en l'action, voilà le grand combo gagnant, la porte d'accès à l'ataraxie, cet état de non-trouble et de paix intérieure que rend possible l'attitude optimiste. Au fond, le mot d'ordre des optimistes, comme Camus et les stoïciens, des optimistes responsables,
c'est l'adaptabilité. Est optimiste celui qui a la souplesse de pouvoir changer de cap et redéfinir ses buts, en faisant de chaque obstacle l'occasion d'une nouvelle voie d'action. Nous sommes ici à l'épicentre du courage de l'optimisme. Nous ne pouvons pas changer le monde, qui contient du bien, qui contient du mal. Mais nous avons entre les mains la possibilité d'agir pour suffisamment voir le meilleur et pour faire en sorte que le mal soit moins important que le bien. Et nous voici donc à l'issue de ce parcours, tentant de démêler qui, entre l'optimiste et le pessimiste, était le plus lucide et le plus engagé. Pour ma part, vous l'avez compris, j'ai choisi mon camp en devenant, ou du moins en tentant, d'être une optimiste responsable. L'optimisme suppose de choisir le meilleur, de voir le meilleur et surtout d'agir pour le meilleur. Cette réhabilitation de l'optimisme en fait une notion forte qui, loin d'être une inconscience ou une idiotie, accepte la réalité, mais décide de regarder vers l'avenir avec entre les mains la confiance en l'action. Avant de vous quitter, je vous laisse avec les mots puissants de la célèbre Madame Clicquot, qui, déplorant l'impact des guerres napoléoniennes et des mauvaises récoltes sur sa production de champagne, déclarait « Mais que faire contre de pareils coups du sort ? Il faut prendre patience, attendre que la belle saison nous permette de prendre notre revanche. » Patience et revanche, c'est bien tout ce que je vous souhaite. Merci pour votre optimisme, merci pour votre écoute. N'oubliez pas qu'ici, il n'est pas question de leçons, mais juste d'une proposition, d'une hypothèse qu'il vous appartient de confirmer ou non. On se retrouve dans 15 jours. En attendant, n'oubliez pas de lire, d'oser et de vous rappeler qu'il n'y a rien de plus sexy que la philosophie.